Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et dans ce numéro, les droits des femmes en Tunisie, un modèle dans le monde arabe qui risque d'être menacé. La dessinatrice Nadia Chiari tire la sonnette d'alarme. Hommage au docteur Mukwege qui soigne depuis des années les femmes violées de République démocratique du Congo. Il vient de recevoir le prix Sakharov du Parlement européen. Et pour finir, le sexe féminin à travers l'histoire, un objet de désir, mais aussi de lutte politique. Nous en parlerons avec notre invitée, Diane Ducret, auteure de La chair interdite. Mais pour commencer donc, direction la Tunisie en pleine période électorale. Moment d'espoir, mais aussi de crainte pour les citoyennes du pays. En effet, la situation des femmes tunisiennes est souvent présentée comme la plus avancée du monde arabe. Mais depuis la révolution de Jasmin, il y a 3 ans, elles ont dû se battre pour protéger leurs acquis. Parmi elles, la dessinatrice de presse Nadia Chiari, rendue célèbre par son chat Willis from Tunis. Reportage sur place de notre correspondante Marine Casali. Depuis janvier 2011, Nadia Chiari suit l'actualité de son pays à travers le personnage qu'elle a créé, Willis from Tunis. J'adore mon boulot, je m'éclate, mais en même temps, à côté, j'ai cette respiration. Lorsque je dessine le chat, ça me défoule aussi parce que je représente ce qui m'angoisse. Aux élections, Nadia espère que les Tunisiennes feront entendre leur voix, comme dans cette vidéo qu'elle a co-réalisée. Elles sont très présentes dans la société civile. Pour sortir dans la rue lorsque leurs droits sont remis en question, malheureusement, elles ne sont pas assez représentées. J'espère qu'elles seront là pour défendre leurs droits et pour faire un choix qui soit le plus proche de leurs espoirs. Sous l'œil attentif de Nadia, des activistes du monde arabe se rencontrent à Tunis. Au programme, la participation politique des femmes. La condition des Tunisiennes, malgré ses fragilités, reste un modèle, notamment pour sa voisine libyenne. La femme tunisienne a de grandes craintes quant à la situation actuelle, mais elle est bien meilleure que celle de la femme en Libye ou bien dans d'autres pays arabes. Elle bénéficie d'un soutien de la société dans son ensemble, y compris celui des hommes. Côté égyptien, on lui envie sa participation politique. Les femmes tunisiennes ont encore beaucoup de problèmes, mais comparé aux femmes égyptiennes, c'est bien mieux. Politiquement, par exemple, elles représentent 37% à l'Assemblée constituante, alors qu'en Égypte, on ne dépasse pas les 6%. Mais pour Nadia, ce n'est pas assez. On a bien vu dans les 3 années qui ont précédé qu'il y a eu des tentatives de retour en arrière. C'est dérangeant de vouloir lutter pour des acquis et de ne pas lutter pour en avoir de nouveaux. Là, on veut avancer. On veut parler, par exemple, des salaires égaux, chose qui n'est pas acquise encore. La Constitution adoptée en janvier protège les acquis des Tunisiennes. Elle garantit aussi l'égalité des chances entre hommes et femmes. Reste désormais à l'appliquer. Ailleurs aussi dans le monde, en Iran ou en France, des femmes se mobilisent. Que se passe-t-il sur la planète actuelle? Réponse en bref et en images avec Claire Bonichon. Un homme au service des femmes récompensé. Le prix Sakharov a été attribué par le Parlement européen au gynécologue congolais Denis Mukwege. Un homme qui se bat pour la protection des femmes a été récompensé par les présidents des groupes politiques. Le vote a été unanime. Un vote unanime pour saluer son combat, la lutte contre les violences sexuelles commises sur les femmes en République démocratique du Congo. L'hôpital de Panzi, qu'il a fondé en 1999, prend en charge gratuitement chaque année plus de 3500 victimes. Il leur permet de bénéficier d'une chirurgie reconstructive. Cela fait un an que les sages-femmes françaises sont en colère et qu'elles restent mobilisées. Mais depuis le début de cette grève illimitée, leur mouvement est à bout de souffle, les négociations avec le gouvernement au point mort. Les sages-femmes réclament toujours un statut de praticien hospitalier sur le modèle de celui des médecins et des dentistes. En Iran, Nasrin Sotoudeh, l'avocate connue pour défendre les droits de l'homme, interdite d'exercer son activité pendant 3 ans. Décision prise par un tribunal administratif de la profession. L'avocate assure que depuis sa libération de prison l'année dernière, le barreau iranien subissait des pressions pour qu'elle soit radiée. Cette mère de 2 enfants avait été emprisonnée en 2011, accusée d'avoir conspiré contre la sécurité de l'État. Elle avait été libérée juste après l'élection du président Hassan Rouhani.
L'actualité des femmes dans le monde est aussi à retrouver dans Courrier International. Notre partenaire de la presse écrite revient cette semaine sur les combattantes kurdes, Kalachnikov à la main. Elles affrontent, comme les hommes, l'organisation de l'État islamique. 2 articles traduits de journaux libanais rendent hommage à leur courage. À retrouver donc dans Courrier International. Diane Ducret, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain. Vous venez de publier La chair interdite chez Albin Michel, un ouvrage dans lequel vous montrez comment le sexe des femmes a été un objet de dispute à travers l'histoire, de l'Antiquité jusqu'aux années 70 environ. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est toujours encore le cas? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des réactions au sujet qu'on vient de voir? C'est plus que jamais un livre d'actualité. On le voit, l'actualité véritablement. Quel grand monsieur, tout d'abord. C'est vrai qu'il y a un chapitre... Absolument. Il y a un chapitre qui est dédié, en effet, à une inauguration, une triste inauguration du XXe siècle. C'est en effet l'apparition du viol comme arme de guerre. C'est tout sauf un acte de plaisir. C'est véritablement le lieu... c'est inauguré dans la guerre des Balkans ou au Rwanda. C'est véritablement le lieu de la purification ethnique. C'est projeter le sexe des femmes comme à la fois l'organe de la reproduction et du plaisir au cœur de la guerre pour atteindre l'autre. Si l'on ne peut le battre militairement, il faut détruire la source de son plaisir et la source de sa reproduction. Dans les Balkans, il faut faire porter aux femmes une nouvelle race, plus pure. Dans le cas du Rwanda ou dans le cas de la République démocratique du Congo, on parle de 500 000 femmes ici. C'est des chiffres assez considérables et c'est un phénomène tristement nouveau. On le voit aussi avec le combat des sages-femmes. C'est vrai que depuis l'Antiquité, l'accouchement, en tant qu'il maîtrise l'anatomie des femmes, est un acte strictement masculin. Oui, c'est ça. C'est quand même improbable. Dans votre livre que ce sont des hommes qui, oui, en principe, étaient les accoucheurs. Alors, Agnodis, qui est une grecque, va la première dans l'Antiquité hellénique militer pour, on va dire, s'habiller en homme et suivre des cours afin de pouvoir connaître l'anatomie féminine et pratiquer des accouchements. On va vouloir la bannir, lui interdire, et chez nous, il va falloir attendre très tard, le XVIIe siècle, pour qu'enfin on puisse pratiquer des accouchements. Mais là encore, c'est quelque chose de complètement politique. L'accouchement sans douleur, par exemple, qui va être inventé par la Russie soviétique de Staline, eh bien, va être interdite en France, et il va falloir de longs combats. Pourquoi ? Parce que finalement, maîtriser l'art d'accoucher sans douleur, c'est autoriser les femmes à prendre du plaisir sans avoir à en payer les conséquences, et puis surtout, c'est la guerre froide, et à nouveau, toujours, le sexe de la femme est au cœur des politiques. Alors, ce que montre votre ouvrage, en effet, Diane Ducret, c'est que, à travers les âges et les civilisations, les hommes ont essayé de contrôler le plaisir féminin, ont empêché les femmes de connaître leur anatomie. Finalement, pourquoi ? Parce qu'elles remettent en cause la société telle qu'on la connaît, parce qu'elles vont vouloir s'émanciper et peut-être, en effet, transformer le foyer, sortir du foyer. Et dès lors, il va falloir contrôler, voire interdire parfois ce plaisir-là et contrôler également la source de reproduction qui est en effet celle de l'identité et de la nation. D'où les crimes d'honneur, par exemple, on pense évidemment au Pakistan. Mais on découvre aussi dans votre livre que, par exemple, l'excision, qui est une façon de contrôler le plaisir, se pratiquait en Europe jusqu'au 19e siècle. Ça a été une des grandes découvertes du livre et qui m'a véritablement donné envie de l'écrire. C'est vrai que très tôt, dès lors qu'on va découvrir l'anatomie féminine, il faut rappeler que c'est un homme appelé Colomb qui, au XVIe siècle, va découvrir ce qu'il appelle le bouton de Vénus, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui vont très vite s'insurger. Le clitoris, donc. Oui, absolument. Ambroise Paré va trouver ça absolument laid et va se dire que c'est scandaleux d'avoir finalement quelque chose de si facile, si à portée pour les femmes, qui puisse les pousser à la déraison. Et on va retrouver en effet, au XIXe siècle, ça c'est le vrai choc, une politique généralisée, et pas seulement marginale, d'excision des femmes, alors hystériques, ou qui ont des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre, ou qui ont un petit peu trop tendance au spasme orgastique, comme c'est dit à l'époque. Hystérique, c'est aussi un mot qui revient beaucoup dans la psychanalyse, mais alors justement, les pères de la psychanalyse, Freud, et puis après Lacan en France, n'ont pas particulièrement contribué à l'émancipation de la femme, et surtout à la vision qu'on pouvait avoir, à la fois de la femme et du sexe féminin. Ils disent c'est un vagin à dents, enfin c'est des choses... En effet, on ne peut pas dire ça comme ça. C'est vrai que pour Freud, la femme qui prend du plaisir par elle-même est restée bloquée à l'état de petite fille. Seule la femme véritable prend du plaisir par l'homme, par le rapport intime, et il faut l'exciser non plus physiquement à ce moment-là, c'est peut-être un progrès on va dire, mais mentalement et moralement, la psychanalyse va l'y aider, car en effet, celle qui veut découvrir son propre plaisir ne peut pas être une vraie femme. Et alors chez Lacan, alors Freud quand même a cette humilité à la fin de sa vie de reconnaître qu'il n'a pas compris grand-chose au continent noir. Il l'avoue à Marie Bonaparte, une de ses patientes qui était à l'époque frigide,
et qui va malheureusement aller jusqu'à l'excision pour tenter de se guérir en suivant les principes de Freud. Pour Lacan, ça s'appelle le point noir. Alors du continent noir au point noir, lui qui pourtant a l'œuvre de Courbet, L'origine du monde, exposée dans son bureau au quotidien, dit que la femme n'a pas de sexe et il compare parfois en effet l'organe féminin à un vagin à dents. Alors il nous dit que la reine Victoria devait en avoir un fameux. C'est en effet un mythe qu'on va retrouver un peu partout, à la fois en Inde, chez les Amérindiens ou en Afrique, ou jusque sous la plume de Sartre, qui pense qu'en effet, chez certaines femmes, il y aurait des dents dans les parties intimes prêtes à sectionner les parties des hommes. Oui. C'est un vieux mythe qu'on retrouve. Vieux mythe, vieux fantasme. Alors juste une dernière question à propos, en tout cas, de plaisir féminin et de masturbation. On découvre aussi que dans votre livre qu'à un moment donné, les médecins la conseillaient et la pratiquaient aussi. Oui, c'est vrai. Comme quoi, on retrouve toujours l'idée que c'est quelque chose de politique, la manière dont on va concevoir le corps de la femme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque période de crise morale, économique, ou politique, et nous sommes un peu dans ces périodes de crise-là, il va y avoir un retour un peu moraliste qui va réaffirmer le rôle de la femme comme mère, et son rôle biologique. Dès lors, il faut interdire plutôt le plaisir, mais en revanche, dans les périodes fastes, les périodes où cela va bien, on va plutôt le faciliter, parce que c'est vrai que c'est pas uniquement un livre sur les tragédies féminines, les femmes vont plutôt bien, en tout cas dans certains endroits de la planète, et donc c'est vrai que certains médecins, au début du 19e siècle ou à la fin du 19e siècle pour la France ou l'Angleterre, vont même créer des appareils destinés au plaisir féminin pour justement les soulager de nombre de leurs maux et de l'hystérie. Et de l'hystérie. Merci beaucoup Diane Ducret. Donc toutes ces histoires et ces petites histoires graves ou parfois assez drôles sont retrouvées donc dans votre livre La chair interdite chez Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le sexe comme tabou ou comme enjeu d'honneur, il en est aussi question en toile de fond dans un des films qui sort cette semaine, Bande de filles de Céline Sciamma, qui suit 4 adolescentes dans une banlieue française. Regardez. Fais ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic. Vic comme victoire. Voilà, avant de nous quitter, un mot pour vous signaler la sortie du magazine Femmes d'ici et d'ailleurs, magazine des femmes en action, un trimestriel de Lyon qui, dans ce numéro par exemple, publie un reportage sur les aides ménagères grecques qui défient l'austérité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Internet parce que Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos réactions et vos suggestions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite sur la toile.